Donc, on va avoir la joie de discuter d'un sujet dont on entend quand même assez peu parler dans notre monde bien pasteurisé. C'est le monde d'Antoine Béchamp et donc des micro-IMA. Rappelez-vous ce qu'il nous disait, ou peut-être que vous ne le saviez pas. Moi, je l'ai découvert il y a déjà quelques mois, hein, cette fameuse phrase d'Antoine Béchamp qui est rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. C'est beau et c'est intéressant quand on sait qu'on a une finitude humaine, une finitude animale. Ça me rappelait un petit peu ce fameux message de Lavoisier, guillotiné sous la Révolution française, qui nous disait que rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Alors, on va en parler avec quelqu'un qui a bien creusé le sujet d'Antoine Béchamp, parce que je ne sais pas si vous connaissez le bouquin d'Antoine Béchamp sur les micro-IMA, mais c'est quand même un pavé. C'est écrit en scientifique français ancien. C'est pas forcément très simple et donné à tout le monde de l'explorer. Mais Brigitte Faux a fait ce travail pour nous de nous le vulgariser, de nous le faire comprendre avec un bouquin relativement petit et facile à lire. Et donc, on va en reparler tout de suite avec elle pendant 1 heure. Bienvenue à toi, Brigitte. Bonjour, Eric. Et bonjour. Je vais te présenter brièvement, Brigitte. Hein, tu es ingénieure dans les télécoms. Tu t'es intéressée à la santé quand tu as découvert par hasard toutes les capacités régénératrices du jeûne. Peut-être que tu pourras nous expliquer ça. Tu as une formation scientifique en biologie, en biochimie, et tu t'es très vite intéressée. Très vite intéressée à la notion de terrain, et puis j'en suis venue à m'intéresser aux travaux de Béchamp. Voilà. Alors, je te laisse la parole. Oui, donc on était coupé, Eric, donc j'avais repris un petit peu. Et donc, je disais que je m'étais intéressée à la notion de terrain et plus tard, j'ai creusé un petit peu les travaux de Béchamp, alors que c'était quelque chose qui était complexe. Et souvent, quand on en parle, on passe complètement à côté de l'importance du sujet. Quand on en entend parler. Pour la première fois, j'avais lu dans un chapitre sur Béchamp, dans le livre Savant maudit, chercheur exclu de Pierre Lance. J'avais rien compris, je voyais pas l'intérêt, je comprenais pas l'intérêt de la chose. J'étais passée au chapitre suivant qui était fort intéressant et je l'ai relu depuis ce chapitre et effectivement Pierre Lance dit tout dedans, mais il y a tellement de choses que l'essentiel nous échappe en fait. Donc, ce que j'ai essayé de faire, moi, dans ce livre que j'ai écrit, donc Antoine Béchamp, La compréhension du vivant, j'ai essayé de faire une synthèse et d'amener les gens au moins à s'intéresser au sujet, ce qui est un peu difficile, je sais pas, toi-même, tu m'as dit que tu en avais entendu parler puis que tu n'avais pas vraiment compris les choses avant de prendre du recul, parce qu'on est tellement enfermé dans des habitudes de pensée qu'on peut pas imaginer voir les choses autrement. Oui, effectivement, c'est un changement de paradigme complet par rapport à ce qu'on connaît de la pasteurisation de la médecine et du microbe qui est prédominant sur le terrain. J'aimerais juste que tu nous dises, tu nous as montré la couverture de ton livre. Oui. Quel est le sens de ce dessin où on voit un demi-œuf et un demi-poussin? Ah, voilà. C'est la compréhension. En fait, on dit la compréhension du vivant. Ce qui se passe actuellement, c'est que les scientifiques, ils ignorent complètement le vivant en nous. Les scientifiques n'analysent que la matière inerte. Les microbiologistes analysent le vivant, mais ils supposent ce vivant comme étranger ou en symbiose dans nos organismes. Ils connaissent pas notre vivant propre. Et en fait, c'est ça, c'est là la clé. La clé des choses, c'est qu'en fait, Antoine Béchamp avait compris que nous étions vivants. Nous n'étions pas matière inerte. Et que ce que l'on retrouve vivant à l'intérieur de nos organismes, c'est notre vivant, celui hérité de nos parents. Et voilà. Et donc, ce petit œuf qui devient poussin,
Donc, dans le vitellus, Antoine Béchamp a découvert des granulations qui sont des granulations vivantes. Ce qu'il a compris, il a découvert les enzymes à l'occasion en découvrant ces petits corps qu'il découvrait pour la première fois dans l'air déjà, avant de les découvrir ailleurs, dans la craie, puis dans tous les organismes vivants, puis il les a retrouvés dans le jaune d'œuf. Et donc ces petits organismes produisent des enzymes. Et c'est le critère du vivant que les scientifiques ne connaissent pas. Actuellement, les scientifiques voient des particules, mais pour eux, c'est de la matière inerte. Ils ne savent pas distinguer une matière inerte, une particule inerte d'une particule vivante. Alors, on va revenir un peu sur ces particules, mais tout de suite situer Antoine Béchamp, qui est un contemporain de Pasteur et de Koch, à qui on l'a souvent opposé. Antoine Béchamp, il est quand même quelqu'un qui est multicarte, hein, puisque lui, au moins, est médecin, mais il est aussi pharmacien, il est biochimiste, il est biologiste. Donc, on peut dire qu'il est un savant de grande envergure. On est un petit peu surpris qu'on ne parle jamais d'Antoine Béchamp dans les facultés de médecine, qu'il n'y a pas d'institut Béchamp, qu'il n'y a pas de rue ou de place Béchamp ou d'école Béchamp, comme on peut avoir des instituts Pasteur, des écoles Pasteur, etc. Peut-être que tu pourras nous en dire un mot là-dessus, mais ça me paraît un peu surprenant qu'on ait donné autant de place à un des personnages sur les deux, alors que tous les deux ont fait des découvertes, et peut-être même que celle d'Antoine Béchamp correspond beaucoup plus à la réalité du terrain. Tout à fait. Par exemple, à la Montpellier, c'est le professeur André Foujos qui m'expliquait que la salle des actes à Montpellier, où Antoine Béchamp a enseigné et fait ses recherches pendant de nombreuses années. Et le préfacier de ton livre. André Foujos, oui, c'est ça, a fait la préface du livre. Et donc, il m'expliquait que dans la salle des actes, il y a une photo de tous les chercheurs qui sont intervenus à la faculté de Montpellier. Eh bien, celle d'Antoine Béchamp a carrément été retirée. Donc, il y a quelque chose derrière tout ça. Mais on sait que il y a quand même une trace dans les comptes rendus de l'Académie des sciences du 27 décembre 1892, dans lequel un médecin refusait de répondre à Antoine Béchamp parce que il estimait qu'il n'avait pas à répondre à quelqu'un dont on devait faire le silence autour de ses travaux. C'est écrit dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de l'Académie des sciences, ça. Et donc il y a manifestement eu une volonté de mettre en veille ces travaux, de les cacher et voilà. Donc il y a eu un silence de fait autour de ces travaux. Ça, c'est un vrai problème parce qu'il avait découvert ce qui échappait à Pasteur, c'est qu'il avait découvert ces petites entités. Il avait découvert que ce que Pasteur appelait microbes, c'était en réalité des petites entités qui sont à la base de la vie, de toute matière vivante, animale, végétale, humaine donc. Et il avait découvert donc ces petits organismes qui sont actuellement considérés comme des parasites ou éventuellement en symbiose dans nos organismes. Et il avait découvert qu'en réalité, ils étaient la vie en nous. C'est la brique de base de nos organismes, de tout organisme vivant, sans lequel aucune matière ne pourrait être vivante. Et ça change tout dans notre manière de voir. Parce qu'en fait, ce qu'on combat actuellement, quand on combat les microbes, on combat la vie, tout simplement. Et comme le dit l'étymologie, antibiotique contre la vie. Exactement. Exactement. Quand on utilise des antibiotiques, on va contre la vie. Mais je crois que sur l'utilisation des antibiotiques, quand on comprend que ces petits organismes vivants qui sont présents donc dans le vitellus, dès le vitellus, et qui sont à l'origine sans doute de toutes nos structures dans nos organismes, qui sont à l'origine de nos cellules et tout ça, quand on sait que ces petits organismes sont capables de prendre plein de formes, et donc en particulier des formes qu'on appelle microbes,
champignons, bactéries et autres. Quand on utilise des antibiotiques, on rétablit simplement, on modifie le milieu, et donc ils retrouvent un aspect à l'état sain ou à un état peut-être ils peuvent, on fait basculer le milieu. Donc je sais pas si les antibiotiques ont un rôle si négatif que ça. Je veux dire, ils ne tuent pas forcément la vie, puisqu'on ne tue pas les microzymas. Ils sont vivants. Les antibiotiques peuvent pas les tuer. Alors, Brigitte, Alors, si je peux me permettre une comparaison pour voir si déjà, on comprend bien les choses, c'est un petit peu comme si ces microzymas détectés par Antoine Béchamp étaient comme des petites briques de Lego. Et avec ces petites briques, on fabrique des maisons de forme et de taille différentes. Ces maisons qui peuvent être des microbes, donc de petite taille, ou des cellules de plus grande taille. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut voir les choses, comme des petites briques de Lego qui permettent d'être assemblées et de fabriquer des maisons de taille différentes, des châteaux forts comme des chaumières, par exemple? Exactement, parce qu'en fait, ils construisent des cellules, mais ils construisent aussi nos structures. Et dans l'état sain, donc c'est une question de milieu. Et si le milieu est sain, ils vont construire des cellules, ils vont construire nos différentes structures, ou si elles sont déjà construites, ils vont les entretenir à l'âge adulte. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, eh bien, ils vont exprimer ce déséquilibre d'une manière ou d'une autre, en prenant des formes adaptées au milieu, pour mieux réagir à ce milieu. Peut-être pour le rétablir, probablement pour le rétablir d'ailleurs, parce qu'ils tentent toujours de rétablir l'équilibre dans nos organismes. Ils sont la vie, ils tentent de maintenir. Certaines bactéries, ou toutes les bactéries, pourraient être la conséquence d'un déséquilibre et non pas la cause. Autrement dit, les bactéries pourraient être un élément réparateur de l'organisme pour se rééquilibrer, ce qu'on appellerait une maladie, là où il y avait déjà un déséquilibre qui s'était installé. C'est bien ça? Exactement. C'est en fait c'est le déséquilibre qui est la cause du problème. Et ce qui est la cause, c'est ce qui a causé le déséquilibre. Donc ça peut être des causes multiples, parce que le déséquilibre du milieu, c'est une accumulation de beaucoup de toxiques la plupart du temps. Et tout ça, par exemple, en hiver, qui vient s'ajouter à une température froide, où l'organisme aura du mal à réagir, immédiatement, il va y avoir un déséquilibre qui va s'accentuer. Et c'est pour ça qu'on a sans doute plus de maladies infectieuses l'hiver que l'été. Mais ce ne sont pas les bactéries qui sont la cause. C'est au contraire une forme que prennent les microzymas pour donc ces petits ferments de vie. Ce sont des ferments, hein, ces petits ferments de vie, et ils prennent une forme qui vont leur permettre de mieux réagir. Parce que sous leur forme de microzymas, ils n'ont peut-être pas une réaction suffisante. Mais alors, par exemple, selon la théorie d'Antoine Béchamp que tu défends aujourd'hui, ce ne serait pas le bacille de Koch qui serait responsable de la tuberculose. Je prends ce simple exemple. Non, oui, tout à fait. Et la tuberculose serait vraiment une réaction interne. D'ailleurs, je ne sais pas si on a vu vraiment de contagion au niveau de la tuberculose. On voit beaucoup de gens dont à une certaine époque, à l'époque de la Première Guerre mondiale, par exemple, on parle de gens dans des familles, il y avait une personne qui avait la tuberculose et pas les autres. Mais et là, c'est Jules Tissot qui a montré que ce qu'on appelait bacille de Koch, c'était pas quelque chose qui pénétrait dans la cellule, mais au contraire, un réseau, ce qu'il appelait bactérien, qui était sans doute une structure montée par les microzymas, un réseau qui sortait de la cellule. Donc en fait, quand on regarde une image figée au microscope, et c'est le danger de la microscopie électronique en particulier, qui déforme déjà par les adjuvants, mais en plus on observe quelque chose de fixe. Et quand on voit quelque chose, on interprète ça comme quelque chose qui pénètre dans la cellule, alors qu'en réalité, c'est probablement quelque chose qui en sort. Et donc, c'est juste la cellule qui se dégrade sous l'effet d'un déséquilibre. Et cette espèce de bacille n'est autre que un réseau interne à la cellule qui sort de la cellule parce que la cellule est devenue défaillante. Et ça, c'est Jules Tissot qui l'expliquait.
Donc, la tuberculose, c'est vraiment une maladie interne. Donc, ce réseau bactérien qu'avait trouvé Jules Tissot dans la cellule, ce qu'il appelait réseau bactérien, c'est un réseau sans doute construit à base de microzymas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la cellule, on a vraiment des choses vivantes. Et ce sont des choses qu'on trouve désormais qui sortent de la cellule sous forme d'exosomes, par exemple. C'est-à-dire que les scientifiques qui découvrent les exosomes maintenant, qui ne se posent pas la question si ce sont des particules vivantes ou pas, ne réalisent pas qu'en fait, c'est le vivant à l'intérieur de nos organismes qui sort de la cellule ou qui est déjà à l'extérieur de la cellule quand on appelle ça vésicule extracellulaire. Oui. Oui. Juste une question. Qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là, selon la théorie de Béchamp, qui essaie de l'organisation de la vie par ces microzymas, par ces petits ferments, qu'est-ce qu'on appelle des virus dans ces cas-là? Parce que d'autres scientifiques, plutôt Pasteur, diront, mais oui, mais quid des virus? Quid des virus? De toute façon, déjà, Pasteur, lui, les virus, il les voyait pas les microzymas. Mais Pasteur, il décrétait qu'il avait décidé que toutes les maladies étaient causées par des virus ou toutes les maladies étaient causées par des micro-organismes externes. Et à partir du moment où il voyait pas ces micro-organismes au microscope, eh bien, il disait, ça doit être des virus. C'est-à-dire qu'il estimait qu'il y avait sans doute des organismes encore plus petits qui s'étaient introduits dans nos organismes pour nous rendre malades. Mais il les voyait pas. Donc, en fait, ce qu'il a appelé virus, c'est poison, c'est des petits organismes poisons qui auraient pénétré dans nos organismes. C'était une hypothèse de sa part. Et par la suite, quand on a découvert ces petites particules vivantes dans nos organismes, eh bien, on s'est dit, ça y est, voilà les virus. Mais à aucun moment, on a montré que ces petites particules s'introduisaient dans ces cellules, dans nos cellules. À aucun moment. La notion même de virus telle qu'elle est décrite maintenant, c'est-à-dire que on va plutôt l'analyser sous forme de gènes, d'ailleurs, d'ARN ou d'ADN, suivant le type de virus, suivant les gènes qu'on va trouver dans nos organismes, qu'ils semblent être dérangeants pour nos organismes, qui sont interprétés comme dérangeants pour nos organismes, on va dire c'est un gène viral qui a été introduit par un virus. Mais la réalité, il y a rien qui démontre ça. À aucun moment, on ne trouve des travaux, des publications qui nous expliquent clairement que ce qu'on trouve dans l'organisme, ces petites particules qui sont en fait les microzymas, pour répondre à ta question, que sont les virus? Ce sont les microzymas, tout simplement. Ce sont les microzymas qu'on découvre dans nos organismes et qui sont interprétés comme étant étrangers à nos organismes. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui nous est propre et on prétend que ça s'est introduit dans nos organismes. Et j'ai fait, c'est le magazine Nexus qui a fait un reportage sur l'isolation du SARS-CoV-2 à l'IHU de Marseille. Et j'étais contente d'avoir ce documentaire parce que on nous disait, mais oui, on a bien découvert ce virus et c'est prouvé. Et là, en regardant le reportage, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous montre là? Il nous montre au microscope électronique des choses qu'il voit, mais dont on ne sait pas si elles se sont introduites dans nos organismes ou pas. Mais nulle part, il ne le démontre, à aucun moment. Et alors, quand j'en parle à d'autres personnes ou à des scientifiques, justement, ils me répondent sur Twitter, quand on échange, ils me répondent, mais oui, mais il n'y a pas besoin de le démontrer, c'est quelque chose qui est su. Eh bien oui, ben non. Non, c'est admis, c'est une vérité. C'est-à-dire que ces particules qu'on trouve au microscope électronique, elles sont décrétées comme étant étrangères à nos organismes, mais nulle part c'est démontré. Donc c'est admis depuis longtemps. Et quand
on observe, donc moi je pose des questions par rapport à ce documentaire et plein d'autres questions. J'ai posé plein de questions que tout scientifique devrait se poser. C'est vraiment des questions scientifiques. Il y a pas, c'est pas, et on se rend compte qu'en fait, ils partent de choses admises, de vérités admises. C'est-à-dire qu'ils voient une particule, ils décrètent qu'elle est étrangère à nos organismes. C'est admis, donc ils ne le redémontrent pas. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé pour un organisme malade cette particule, je suis déconcentrée d'un seul coup. Donc ils ont trouvé cette particule et ils s'interrogent plus. Est-ce qu'elle fait partie de nous, cette particule? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a d'autres scientifiques qui m'ont dit, mais ça, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps, t'as qu'à voir. Et ils m'ont montré des publications sur d'autres maladies. Je sais plus, c'était sur quoi, je sais plus laquelle, hépatite B, je sais plus trop quoi. Et je dis, et voyez, on voit bien que là, ils ont analysé aussi tel virus. Et je dis oui. Eh ben, regardez bien les sources. Remontez à l'origine, à la première source du virus, et vous verrez que dès la première source, c'est quelque chose d'admis. À aucun moment, ils ne montrent, jamais ils n'ont la moindre source, la moindre publication qui montre que cette particule s'est introduite. Jamais. Donc l'isolement des virus, c'est une erreur à chaque fois, ça n'a jamais pu être isolé. Alors, moi justement dans mon livre, parce que je voulais prendre le recul sur la science contemporaine. Dans mon livre, j'ai essayé de rechercher, avant de l'écrire, ce livre, j'ai essayé de comprendre pourquoi on passait à côté des travaux de Béchamp, pourquoi on passait à côté de ces particules. Et donc, ils ont quand même découvert les exosomes. Il y a des dizaines de milliers de publications. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle les exosomes. Donc, des particules qui sortiraient des cellules et qu'on retrouve à l'extérieur des cellules et auxquelles on découvre une quantité de propriétés, mais ça n'en finit pas. Ils ne cessent de leur découvrir des propriétés, sans se douter un seul instant que ces particules sont vivantes. Et en particulier, parmi toutes ces publications que j'ai trouvées, j'en ai trouvé dans lesquelles on dit clairement on ne sait pas faire la différence entre virus et exosome. On ne sait pas. C'est-à-dire, dans un cas, on décrète que c'est une particule qui s'est introduite, mais on le décrète, c'est pas démontré. Et dans ces cas-là, on appelle ça virus. Dans l'autre cas, c'est une particule qui vient de la cellule et on l'appelle exosome. Et dans les deux cas, je trouve quelque chose de très intéressant, c'est que tu as parlé de décréter, c'est-à-dire que ça reste une hypothèse. On suppose que on ne peut pas le prouver. Or, si j'ai bonne mémoire du peu que je connais d'Antoine Béchamp, ça a quand même été un scientifique qui s'est acharné à faire des expérimentations et de recommencer ces expériences et de les refaire encore, de les refaire sous témoin et plusieurs fois avant de pouvoir affirmer quelque chose. Donc, quand lui, il parle de l'analyse de ce qu'il a fait sur les fermentations, sur les microzymas, on peut le croire sur parole. Il a tout de même expérimenté plusieurs fois ces choses-là, contrairement à d'autres de son époque comme récemment, qui se contentent d'hypothèses, de suppositions, en se basant sur des postulats qui, dès le départ, sont faux. Complètement. Et alors, bon, à cette époque-là, on parlait pas vraiment de virus. Lui, ce qu'il a montré, c'est que c'est ces petites particules qu'il a découvertes dans nos organismes. Il savait pas que plus tard, c'est ce qu'on appellerait les virus. Ou qu'on appellerait ça mitochondrie. Parce que moi, ce que je suis en train de découvrir de plus en plus, quand je continue à analyser les publications récentes et j'essaie de voir un petit peu ce qu'on découvre actuellement. Donc, quand on sort un peu de la microscopie électronique qui finalement tue le vivant et déforme ce qu'on observe en microscopie électronique est complètement déformé par la fixation parce que ça tue la cellule et ça tue les choses à l'intérieur. Quand on observe le vivant, on n'observe plus du vivant. Ouais.
Il faut observer le vivant et des microscopes récents, des techniques récentes sont extraordinaires et nous permettent de voir des choses. Donc, justement, là, d'un seul coup, les scientifiques découvrent, par exemple, alors, je parle là des mitochondries, du vivant en nous. La chose qui m'interpelle vraiment, c'est qu'actuellement, comme les scientifiques ne voient en nous que matière inerte, ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur de la cellule, donc la théorie cellulaire, c'est que le plus petit organisme vivant à l'intérieur de nous, c'est la cellule. C'est ça la théorie cellulaire. Et donc, ils réfutent tout ce qui pourrait être vivant en dessous de la cellule. Et quand ils trouvent quelque chose de vivant en dessous de la cellule, c'est forcément quelque chose qui s'y est introduit. Donc, virus. Mais alors, du coup, ils se rendent compte que notre métabolisme, toutes nos réactions, en fait, il faut savoir que toutes les réactions chimiques profondes, selon les travaux de Béchamp, ne peuvent être réalisées que par des petits ferments. Les réactions chimiques profondes, ce sont des fermentations. Et le métabolisme en particulier est une fermentation. Et donc, ils se sont rendus compte que seul un petit organisme vivant, là, les scientifiques contemporains se sont rendus compte qu'il fallait un petit organisme vivant pour réaliser ce métabolisme. Ça, ils l'ont compris eux aussi. Mais comme ils sont sur la théorie cellulaire, ils ne peuvent pas imaginer que ce petit organisme vivant qui réalise le métabolisme, qui n'est autre que le microzyma en fait, c'est forcément introduit et donc c'est un élément en symbiose. Alors ils sont allés raconter l'histoire d'une archéobactérie qui vivra en symbiose dans nos cellules pour réaliser notre métabolisme. C'est-à-dire que nous, on ne serait pas capable de réaliser notre métabolisme, on aurait besoin d'une bactérie pour ça, externe. On n'est pas vivant. Selon la science contemporaine, on n'est que matière inerte, on n'est pas vivant. C'est ça. Donc moi, je remets en question complètement la théorie cellulaire. C'est Antoine Béchamp qui remettait en question la théorie cellulaire, qui disait que le plus petit organisme vivant le plus petit élément vivant dans nos organismes, c'est pas la cellule, mais c'est le microzyma qui est beaucoup plus petit et qui réalise toutes les transformations chimiques profondes à l'intérieur de nos organismes, qui réalise les fonctions des centres vitaux. C'est-à-dire qu'il a isolé les microzymas, il réalisait les mêmes fonctions du centre vital que ce qu'il avait réussi à réaliser avec les cellules elles-mêmes auparavant. C'est-à-dire qu'il réalise nos fonctions. Ce que tu as dit sur les mitochondries m'intéresse parce que ça correspond également avec le fait que nous sommes maintenant depuis une bonne décennie considérés comme des êtres hybrides, puisque nous dépendons aussi énormément, non pas seulement des mitochondries qui génèrent le cycle de Krebs et donc nous apportent de l'énergie et qui ont donc un code génétique, un patrimoine génétique différent de nos cellules, mais nous dépendons également du microbiote intestinal qui est composé de milliards, de centaines de milliards de bactéries avec des centaines d'espèces différentes et sans lesquelles on serait incapable de vivre parce qu'elles nous aident non seulement à protéger des bactéries opportunistes, mais elles nous aident également à nous synthétiser des vitamines, à permettre à des sels minéraux d'intégrer notre organisme et donc à nous maintenir en bonne santé. Les êtres hybrides que nous sommes dépendent énormément de ces bactéries et par conséquent, je trouve que ça a un lien très fort avec les microzymas dont tu nous parles, puisqu'ils sont aussi à la source de toutes ces bactéries. Exactement. Exactement. Donc, en fait, les microzymas sont la vie. Et quand on parle du microbiote intestinal, c'est sans doute des microzymas qui viennent de notre alimentation, mais aussi de nos glandes salivaires, de nos tissus intérieurs. Et finalement, on se nourrit de quoi? Des déchets des fermentations, de ces microzymas qui ont pris la forme de bactéries dans nos intestins parce que le milieu est favorable au développement des bactéries. Et finalement, on se nourrit des déchets de la fermentation. De la même manière que
l'énergie fournie par le métabolisme et par nos microzymas qu'on appelle mitochondries maintenant ou qu'on appelle archéobactéries sont des déchets de la fermentation. C'est une énergie qui est produite par les microzymas. Et ils sont capables de transformations extraordinaires. Hein. Et je crois que si on analysait enfin toutes ces particules vivantes à l'intérieur de nos organismes, exosomes, mitochondries, c'est la même chose. C'est la même chose. Je vois des vidéos, des lives dans lesquels on découvre, on colorie une molécule typique. Alors, est-ce que c'est l'ATP? Je ne sais pas. Une molécule typique du métabolisme, en fait, énergétique. Eh bien, on le découvre à l'extérieur des cellules, transporté par des petites granulations. On prétend que c'est des mitovésicules qui transporteraient des mitochondries. En fait, ce sont encore nos granulations, ce sont nos microzymas. Ce sont des microzymas qui réalisent ce métabolisme. Et ça, je trouve plusieurs interprétations comme ça, où les scientifiques, s'appuyant sur cette théorie cellulaire et ne la remettant pas en question, savent plus comment interpréter. Alors, ils appellent ça mitovésicule, le fait d'archéobactéries quand il s'agit de mitochondries à l'intérieur de nos organismes. Ils appellent ça, alors on les retrouve aussi au niveau du réseau cellulaire, ce réseau bactérien que trouvait Jules Tissot, on les retrouve partout, mais à chaque fois ce sont nos microzymas. Cette coloration qui permet de repérer le métabolisme sur la microscopie permet à chaque fois ça pointe sur des granulations. Et donc ils devraient s'interroger. Ils sont présents entre autres dans notre alimentation. Tu dis? J'ai pas compris le début de ta phrase. On les rencontre partout, ces microzymas, dans l'air qu'on respire, mais également dans notre alimentation. Complètement. Oui, tout à fait. On les rencontre. Ils sont partout. Pourquoi? Alors là, on peut rentrer sur une autre. Donc, en fait, ils sont la vie en nous. Ils établissent. Ce sont les petits ferments de vie. Donc, en fait, c'est leur fermentation qui sont toutes les réactions chimiques profondes à l'intérieur de nos organismes. Ce sont ce qu'on appelle nos mitochondries. Ce sont toutes nos structures. Ils sont à l'origine de l'œuf. Dans l'œuf, ils sont à l'origine de tout dans nos organismes. Et ce qui se passe, et c'est là quand tu dis qu'on en retrouve partout, donc on en retrouve dans tous les organismes vivants, mais on en retrouve aussi dans l'environnement. Et que sont ces petites particules dans l'environnement? Ce sont en réalité les restes des organismes vivants. Ça, c'est ce qu'a compris Antoine Béchin. Et il a montré que ces petits organismes qui nous constituent à notre mort, et c'est là qu'on explique la phrase que tu disais, rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. À notre mort, ils restent vivants. Et c'est eux qui nous putréfient, avec l'aide d'autres microzymas extérieurs, avec tout ce qui peut profiter de notre mort. Ils vont nous putréfier, mais ils peuvent y arriver seuls si on les isole complètement. Et ça, c'est des expériences qu'Antoine Béchin a fait. Alors, il avait fait une autre expérience que je trouve très intéressante et je voudrais qu'on s'attarde un petit peu dessus. C'est sur les microzymas végétaux qui sont capables d'évoluer en bactéries. Il avait vu se former par étapes dans la pulpe d'une plante qui avait subi le gel, une plante grasse, avec une paroi épaisse et qui pourtant était restée intacte. Il avait fait une incision dans la partie gelée et immédiatement sous la couche épidermique, il a constaté qu'il existait des bactéries en foule. Je le cite, où les espèces qu'on appelle Bacterium thermo et Putridinis, extrêmement mobiles, étaient prédominantes. Il avait constaté que ces microzymas avaient la particularité donc de former des bactéries qui permettaient à la plante de supporter le gel. Supporter le gel, oui.
possible, mais enfin, je crois que la partie gelée, elle a fini par être morte. Hein. Alors, je ne sais pas si elle a, Mais la plante elle a supporté, si elle s'en est remise ou pas à la plante. Mais en tout cas, quand il prenait cette plante, il analysait la plante après le dégel et il remarquait, il retrouvait ces microzymas, donc à l'origine de la vie, donc de tous les organismes vivants, dont les végétaux. Et dans les parties saines, il retrouvait ces petits microzymas, ces petites granulations. Dans les parties gelées, il trouvait des bactéries, anciennement gelées, donc dégelées, il trouvait des bactéries. Et dans la partie intermédiaire, surtout, il voyait les bactéries se former à partir des microzymas qui sont beaucoup plus petits. Donc les microzymas se regroupaient et donc les granulations se regroupaient et formaient petit à petit des bactéries qu'il retrouvait dans la partie anciennement gelée. Voilà. Donc, est-ce que cette partie gelée a été perdue après? C'est toujours la limite entre la mort et la vie. C'est-à-dire que la constitution des bactéries, elle est utile pour rétablir les choses, mais à un moment donné, si les choses ne peuvent pas être rétablies, elle va être utile cette fois à putréfier la partie. Donc, il y a une limite entre les deux. Il y a la limite qui va être… ça, c'est quelque chose de particulier. À un moment donné, et ça, c'est très fort, c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire que ces petites granulations, si on les retrouve dès le vitellus, donc dès l'œuf, elles travaillent ensemble à nous construire. Et quand on est mort, là, elles deviennent ferments autonomes. Alors, on a une petite idée. Elles ne travaillent plus ensemble. On a une petite idée, Brigitte, de ce que peut être un virus, de ce que peut être une bactérie. On a une petite idée de dessin. On nous a beaucoup dessiné un certain virus il y a peu de temps. Si on devait dessiner un microzyma, on le représenterait comment? Une granulation avec une partie brillante au centre. C'est-à-dire… Et là, j'ai un ami qui tient un centre de recherche, Olivier Salière, qui tient un centre de recherche à Nice et qui travaille sur les biophotons. Et donc, il s'intéresse de très près à tout ça. Parce que cette lumière au centre des microzymas a sans doute une capacité particulière. Mais de toute façon, les microzymas, il faut enfin s'y intéresser, les analyser autrement. C'est la vie. Y a-t-il du matériel génétique dedans? Y a-t-il quoi? Du matériel génétique. Alors, à partir du moment où on a découvert les exosomes, les nanobes, et les nanobes, on a bien vu, on a même trouvé de l'ADN dedans. On a trouvé, je pensais, ça s'appelle les endophytes chez les végétaux, mais les endophytes sont peut-être déjà évolués. On trouve de l'ARN dans les exosomes, hein. Donc, et on trouve de l'ARN dit viral d'ailleurs dans les exosomes. Hein. Et oui, bien entendu, on trouve des gènes. Mais j'en suis à me demander si on a vraiment des gènes dès le départ. Et des scientifiques se posent la question, c'est-à-dire que ces granulations, nanobes, exosomes, microzymas, peuvent être tellement petites que les scientifiques se disent, mais ça peut pas être des particules vivantes parce qu'elles ne contiendraient pas de gènes. Compte tenu de leur taille, elles sont trop petites pour contenir de l'ADN. Et là, c'est là que je me dis, mais la question devrait être inversée. C'est-à-dire que si ce sont les particules qui sont dans le vitellus, qui sont à l'origine de tout dans nos organismes, ils sont aussi à l'origine de nos gènes. Et ce qu'il me fait dire ça, c'est que justement, j'ai trouvé une publication scientifique qui montre l'auto-assemblage de l'ADN par des granulations dans le vitellus, au tout début de la formation de l'embryon. Donc, en fait, ils sont aussi à l'origine de nos gènes. Et souvent, on parle de particules étrangères. Quand les scientifiques décrètent que des particules sont étrangères, parce qu'elles ont des gènes qui ne sont pas dans nos ADN cellulaires. Mais on raisonne à l'envers. On part de la théorie cellulaire en disant que l'élément essentiel, c'est la cellule.
Mais non, les éléments essentiels, c'est pas la cellule. L'élément essentiel est plus petit. Il construit nos cellules avec un ADN cellulaire. Mais ils doivent construire, ils sont eux-mêmes avec des gènes, sans doute des ARN, il doit y avoir d'autres gènes, ils sont à l'origine des gènes. Et tout ce virome qu'on découvre à l'intérieur de nos organismes, ces microbiomes, c'est-à-dire les gènes viraux microbiens qu'on découvre désormais, et il y a pas si longtemps, hein, il y a quelques années à peine qu'on découvre tous ces gènes dits viraux microbiens à l'intérieur de nos organismes, qu'on croit s'être introduites, sont produits sans doute par nos organismes, qui sont sans être en mutation, sans cesse. La vie, c'est le mouvement. Donc, ces gènes, ils doivent être en permanence, en changement, en transformation, en fonction du milieu, en fonction de la fonction que réalise le microzyma, en fonction de ce qu'il est en train de faire, en fonction du déséquilibre qu'il tente de rétablir, en fonction de plein de choses. Et tous les gènes qu'on a à l'intérieur sont sans doute produits par les microzymas. Et quand on dit mais non, on me réfute souvent en me disant mais c'est pas possible cette histoire de microzymas, ça n'existe pas parce qu'on retrouve pas les ARN des exosomes ou des virus dans notre ADN, ou pas toujours. Eh bien, c'est penser à l'envers, tout simplement. L'ADN n'est qu'une molécule produite par la vie, par le vivant en nous. Ça change tout. Le rôle central de l'ADN, c'est un dogme. Mais il est évident que, en fait, on pense à l'envers actuellement. Complètement. Moi, ça me paraît. On a quand même, ce qui est quand même bien ancré dans l'esprit, c'est que, et c'était aussi des travaux d'un professeur du XXe siècle, qui est le professeur Jérôme Lejeune, découvreur de la trisomie 21, qui occasionnait le syndrome de Down. Il expliquait il disait très souvent une phrase qu'il aimait beaucoup, c'est au commencement était la vie, au commencement était le message, pardon, et le message était dans la vie, et le message était la vie. Et pour lui, le message, l'origine, c'était quand même l'ADN, et jamais on ne nous parlait de microzyma. Mais oui, on a l'impression quand même que dans notre médecine traditionnelle, c'est avant tout avec le message génétique que le reste vient. C'est pour ça que c'est compliqué pour nous qui n'avons pas les connaissances que tu as sur votre Béchamp de remodeler le système. Parce qu'on pense en matière inerte. C'est-à-dire qu'on prend toutes les particules, on prend tous les éléments qu'on trouve dans nos organismes et on interprète par ces éléments. En fait, c'est la vie. On doit partir de... Et c'est la question que je pose. Les embryologistes ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf? Qu'est-ce qui permet toutes ces transformations? Parce que on fait plein de constats dans nos organismes. Et c'est vrai que toutes ces analyses en biochimie, ils ont fait tout un tas d'analyses. Ils ont repéré toutes les transformations qu'il pouvait y avoir. Mais comment se produisent ces transformations? Sans vie, elles ne se produisent pas. C'est-à-dire que c'est la vie qui est à l'origine de ces transformations. Ce sont des fermentations. C'est la vie qui est à l'origine de ces fermentations et de ces transformations. Et c'est la vie qui est à l'origine de nos gènes. C'est-à-dire qu'il est probable que c'est les microzymas hérités de nos parents qui nous apportent l'information. Plus, sans doute, cette lumière qui les éclaire, qui vient d'ailleurs. Et là, je crois que là, il faut se poser plein d'autres questions. Et je crois que la science, elle est là pour répondre à ces questions. Pourquoi les microzymas agissent tous ensemble pendant notre vie? Et pourquoi ils deviennent des ferments autonomes quand on est mort? C'est que quelque chose les maintient ensemble, leur permet de collaborer. Et ça, c'est pas quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Alors, il y avait une chose qui devait être commun entre Antoine Béchamp et Claude Bernard, c'était l'histoire de la notion de terrain, de milieu. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? La notion de terrain est à différencier de la notion de milieu. C'est-à-dire que ces petits microzymas, ils naissent,
ils se développent au développement de l'embryon et ils vont former petit à petit nos centres vitaux. Et dans chaque centre vital, on a un milieu différent. On a un milieu différent parce que le milieu est propre à une fonction. Donc, on a plein de milieux dans nos organismes. Et quand on parle de terrain, c'est un ensemble. C'est un ensemble. On va parler de terrain sain ou de terrain maladie, mais ça va être peut-être un milieu, mais sans doute plusieurs milieux qui vont être déséquilibrés. Mais on a souvent tendance à confondre terrain et milieu. Et par exemple, parler de terrain acide, ça n'a pas de sens. N'a pas de sens. Du tout, du tout. Ce qui est acide, quand on parle de terrain acide, c'est l'urine. Mais en fait, il est probable que le sang, lui, il va être plutôt alcalin et il va être plutôt oxydé. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est l'oxydation du sang qui va produire une urine acide. Mais ça, c'est en faisant de la bioélectronique que j'ai compris tout ça. Mais on ne peut pas parler d'un terrain physiologiquement parlant. C'est un ensemble de milieux qui sont tous différents. Et plus on est déséquilibré, plus les milieux sont différents. Au passage des membranes, il y a une inversion des paramètres physico-chimiques. Oui, on va très loin là quand on commence à parler de tout ça. Il y a tellement de choses à partir de là. Alors, on comprend, Brigitte, que la cellule n'est pas le primum movens de la vie, que le microzyma est peut-être la pièce maîtresse de cette vie. Mais sachant cela maintenant, quelle est l'implication pour nous dans notre monde où nous vivons plutôt sous la coupe de la pasteurisation, où nous avons également un environnement qui est plus centré sur une alimentation un peu transformée, un peu désordonnée, avec également des traitements, des médicamenteux, notamment des antibiotiques et tous les autres médicaments qui peuvent perturber notre organisme. Quelle implication est-ce que ça peut avoir sur nous de se pencher sur les travaux de Béchamp? Parce que c'est ça qui est important. Je pense que pour les 10 dernières minutes d'émission, ça vaudrait le coup de se pencher là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant qu'on sait tout? Eh bien, on a la vie en nous et que cette vie, elle est respectée quand on respecte les milieux intérieurs. Donc, pour l'ensemble des milieux, quand on respecte notre terrain. Donc, on a une part, on a une responsabilité dans notre santé. C'est-à-dire à nous d'essayer déjà par notre nourriture, par notre environnement. Alors, bon, on n'est pas maître de tout ce qui nous arrive d'un point de vue environnemental, mais on a déjà une part de responsabilité dans notre état de santé. Et donc, il faut, oui, il y a plusieurs choses qui interviennent, c'est-à-dire les choses dont on est maître, c'est-à-dire déjà apporter le vivant en nous par une nourriture vivante le plus possible, pas forcément manger cru tout le temps, mais il faut savoir que les microzymas meurent au-delà d'une certaine température. Donc, en moyenne, longtemps à 100 degrés, un certain temps à 100 degrés, ils sont quand même très résistants. Donc, il faut avoir une nourriture, essayer dans notre nourriture d'apporter des éléments vivants qui vont nourrir ce fameux microbiote intestinal qui apporte la nourriture au sang finalement. Et donc, on peut boire une eau saine, pareil, on peut agir sur notre santé du mieux possible. On peut essayer d'éviter après les toxiques, donc les toxiques environnementaux, les toxiques médicamenteux, les toxiques de notre environnement, les peintures et tout un tas de choses. Donc, essayer de vivre dans un environnement sain. Et tout ce qui est électromagnétisme aussi, les champs électromagnétiques oxydent nos organismes, ça veut dire qu'ils nous bouffent nos électrons en fait. Ça nous brûle. Tout ce qui est oxydation, c'est une brûlure en fait. Hein. Ils nous brûlent en fait. Malheureusement, on va avoir du mal à y faire quelque chose puisque ces champs électromagnétiques sont absolument partout. Même les zones blanches n'existent plus. Ouais. Mais nous, je sais pas, moi, chez moi, la nuit, il n'y a pas une lumière d'allumée. Hein. Tout est coupé, tout est éteint.
Donc, on peut au moins essayer de mettre des IAC, des interrupteurs automatiques de champ au niveau du compteur pour les chambres, au moins dormir dans un environnement dans lequel les champs électromagnétiques des câbles électriques qui sont dans nos murs ne diffusent plus de champs électromagnétiques. Ça, on peut essayer de couper la Wi-Fi pendant la nuit également, par exemple. Ah ben complètement, complètement. Moi, je sais que par exemple mon four, puisqu'il y a la lumière, il y a l'horloge du four. Moi, je le coupe au niveau du compteur. Hein. Le four, il est tout le temps. Je le mets en route uniquement. Je remets. Il n'y a pas de lumière dans la maison la nuit. Voilà. Et je suppose que tu n'as pas de four à micro-ondes chez toi. Ah ouais, oui, oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Et puis, ben au-delà, donc on parlait de la nourriture, on parlait tout de l'environnement, et puis surtout le psychisme, parce que tout le stress et toutes nos pensées sont oxydatives la plupart du temps, et donc nous détruisent. Donc il y a tout un travail à faire sur soi. On a la possibilité d'être gagner en autonomie, sans être complètement. C'est vrai qu'on est un peu dépendant de facteurs extérieurs, mais on peut gagner en autonomie. Ouais, je sais que moi, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas vu de médecin. Hein. Ma carte vitale, elle n'a pas servi depuis très longtemps. Hein. Mais voilà, ça veut pas dire que je pourrais pas avoir besoin un jour. Hein. Je sais que oui, toi qui es chirurgien en particulier, on sait bien que les médecins peuvent être particulièrement utiles en cas d'accident et autres. Mais pour ce qui est de la gestion de ma santé, je l'ai prise en main. À partir du moment où j'ai compris, je l'ai prise en main. Il y a un site qui s'appelle Bonnes Habitudes d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où j'ai compris, j'ai transmis ça. Donc, sans imposer quoi que ce soit, j'ai essayé de donner des clés que chacun peut adapter à soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Oui. On a oublié le jeûne. C'est quand même très important pour réparer. Oui. C'est vrai, le jeûne était important pour réparer. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai découverte dans un petit bouquin de Jade Allègre, qui disait on mange une fois pour soi et 3 fois pour le médecin. Si on pouvait prévoir d'avoir un seul repas dans la journée, ça permet aussi au corps de pouvoir se réparer pendant toutes ces heures de jeûne, ces 23 heures de jeûne qui nous suivent. Une clinique allemande préconisait un jeûne intermittent où on saute un repas, principalement celui du soir, mais ça peut aussi être celui du matin, mais où on reste à peu près 16 heures sans manger, qui permet au corps de se détoxifier, de se réparer là où il a besoin, parce que tant qu'on mange, et il y a des personnes que je connais qui mangent à longueur de journée tout le temps, et si on n'y prend pas garde, c'est un petit peu ce qu'on fait, parce que c'est aussi un exutoire, l'alimentation, quand on est en période de stress. Eh bien, on empêche notre corps de vider les poubelles, parce qu'à chaque fois, on lui apporte des choses qui remplissent les poubelles. Donc, il n'a pas le temps de les vider et la maison s'engorge. Merci beaucoup, Brigitte. On est pris par le temps, c'est passionnant de pouvoir t'écouter. J'invite tout le monde à acheter le livre que tu as édité aux éditions Medicatrix, Antoine Béchamp, La compréhension du vivant. On va en retenir plusieurs choses. C'est que d'une part, comme disait Antoine Béchamp, rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Microzima est vraisemblablement, moi je vais garder j'ai pas fait les expériences qu'a fait Béchamp, j'ai pas fait ton expérience non plus, donc je vais garder une sorte d'approximation et de liberté, de me dire c'est vraisemblablement que le microzima est à l'origine de la vie et que la théorie cellulaire ne tient pas lorsqu'on tient compte des faits. L'importance aussi de tenir compte de ce concept pour savoir que toutes nos cellules, toutes nos bactéries viennent d'abord du microzima, que les bactéries ne sont pas forcément des êtres néfastes qui veulent nous détruire, mais qui sont la fonction que les microzymas choisissent pour réparer le corps à certains endroits, là au moment où il en a besoin. Donc attention aussi à des antibiotiques qui parfois sauvent des vies, mais peuvent aussi entraîner d'autres dégâts à côté. Voilà, je ne sais pas si tu as 2 ou 3 mots que tu veux dire encore à nos auditeurs, et puis on va en rester là. Eh bien, bon, pour ceux qui veulent lire le livre, je fais je transmets
mon but est d'amener les arguments aux scientifiques. Donc, je fais la démonstration scientifique et je mets les expériences d'Antoine Béchamp. Enfin, certaines expériences, j'ai essayé d'amener la théorie pas à pas. Voilà. Donc, c'est la première partie du livre. Et la deuxième partie, je prends le recul sur la science contemporaine et j'essaie d'observer sous ce nouvel angle les conclusions actuelles. Voilà. Merci Brigitte.